C'est que lui était beaucoup plus proustien, à mon avis, que célinien, et moi j'étais beaucoup plus célinien que proustien. Et moi, c'est comme Joyce, hein. Joyce, ça me tombe des mains. Sur le plan formaliste, le révolutionnaire sur le plan du formalisme, c'est Céline sans même le vouloir et sans même y penser, et pas Joyce. Joyce, c'est un faiseur, quoi. Mais je me demande si c'est pas un problème de traduction chez Joyce. Parce que, non, c'est un problème. Moi, je trouve ça c'est un problème fondamental que c'est un mec qui veut révolutionner la littérature comme un structuraliste, enfin par le bricolage formaliste, et qui a un côté gratuit, un côté froid, et que si on enlève le bricolage formel, c'est du sous-Balzac. Alors que Céline, c'est le jazz en littérature. Vous voyez, regardez, quand à un moment donné on arrive à Debussy en musique classique, on arrive, ça bloque. Et ben à un moment donné, il y a le jazz qui arrive, la syncope. Ça révolutionne la musique, pas par l'écriture musicale. Et il y a ceux qui loupent le jazz parce qu'ils peuvent pas, et qui restent sur comment faire la révolution à l'intérieur de l'écriture musicale, donc à l'intérieur de la structure, qui est finalement qui fait qu'ils peuvent pas en sortir, et ça vous donne Boulez. Et ben vous voyez bien que du côté du jazz, on a Céline, et du côté de Joyce, on a Boulez. Ouais. Hein, et Boulez, c'est de la merde. Ouais. Voilà. Et Joyce et Boulez, pour moi, il y a une parenté. Hein. Moi, j'avais jamais rien lu. Rien, que des bandes dessinées. C'est mon père qui m'a dit un jour, il faudrait quand même que tu lises autre chose que des bandes dessinées. J'ai dit, d'accord, quoi? Mais Céline, c'était son idole, depuis toujours, depuis qu'il avait découvert lui-même à Marseille, à la fin des années 40. Et le premier livre que j'ai pris, c'était Rigaudon. Voilà, donc c'est le dernier que Céline a écrit, comme vous savez. Et là, j'ai eu c'est même pas vraiment un choc, puisque c'était totalement accordé à la musique qu'on écoutait chez moi, c'est-à-dire le jazz. Tout à coup, j'ai vu du jazz écrit. Voilà, j'étais complètement dans mon élément. C'était exactement la musique qu'on écoutait chez nous toute la journée, puisque mon père est musicien de jazz, il travaillait là-dedans tout le temps. Donc c'était du Monk, quoi, ou du Charlie Parker. Voilà, donc c'est surtout évidemment le style. Quand j'ai lu Rigaudon, il y a plein de références qui me sont passées au-dessus. Je ne pouvais pas tout savoir de l'histoire et même de lui, etc. Puis après, j'ai enchaîné tous les autres, un peu dans le désordre. Et puis en quelques mois, je dirais, je suis devenu célinien. Comment est-ce que vous définiriez justement le style? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait qui crée cette émotion quand on le lit, selon vous? Parce qu'il a tout. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui ont une partie, ils ont l'humour, mais ils n'ont pas la tragédie. Il y en a qui ont beaucoup de profondeur, mais à la fois c'est un peu lourd. D'autres sont très légers, ils tombent dans une sorte de superficialité. D'autres écrivent pour pas dire grand-chose, mais ils ont des belles formules. Vous voyez ? Donc il y a toujours quelque chose il y a toujours une partie de la littérature, c'est comme un bloc. Et il y en a certains qui sculptent dans un endroit du bloc, qui font des petites variations, ils font des arabesques, quoi, des dessins sur le bloc. Lui, il prend le bloc entier de la littérature et il le sculpte en entier. Et ça, c'est très impressionnant. Est-ce que c'est, selon vous, ce que vous venez d'écrire, ce qui fait de Céline un grand écrivain? C'est pas un grand écrivain, c'est peu dire, c'est pas un grand écrivain. Est-ce que Shakespeare est un grand écrivain? Vous voyez, pour moi, il y en a trois. Hein. Il y a Shakespeare, Dostoïevski et Céline. Donc après ça, c'est très très difficile. D'ailleurs, Oscar Wilde le disait lui-même quand lui parlait pas de Céline puisqu'il ne le connaissait pas, mais il parlait des deux premiers. Il disait après il nous reste que les virgules. Oscar, il disait ça. Et voilà, et c'était pas un abruti non plus. Donc, et à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence. On n'est plus, on est au-delà du grand écrivain. C'est quelqu'un pour aller très vite, qui réinvente la vie et le langage qui va avec, ou qui devrait aller avec. Et quelle place vous lui donnez alors dans la littérature du XXe siècle? La seule, la première. Ouais. Pas seulement dans le XXe siècle d'ailleurs.
pour ça qu'on peut pas le juger avec des critères d'écrivain de son époque. Oui, pardon. Alors, la place qu'il a dans le XXe siècle, c'est la seule, c'est la première. Et on peut pas le comparer à ses contemporains. Il est incomparable. Alors, est-ce qu'on peut dire que de Céline, à propos du voyage, qu'il a dénoncé le premier l'État de son temps comme personne ne l'avait fait, c'est-à-dire le colonialisme, le fordisme, la misère des petites gens, l'exploitation, la crise du capitalisme et la guerre naturellement. Oui, oui, mais ça c'est assez classique. Oui, avec le voyage, il a dénoncé tout ça. On sait tout ça, colonialisme, l'époque et tout. Mais c'est pas ça. Ce sont des thèmes. Il faut voir Céline comme un improvisateur. C'est pour ça que pour moi, je reste sur toujours, c'est pas une métaphore, c'est quelque chose de vraiment senti. D'ailleurs, lui-même, il félicitait Morand d'avoir jazzé la langue française, mais ça pourrait s'appliquer à lui. Et il ne savait pas tout ça, évidemment. Il n'était pas du tout féru de jazz. Mais ça fait partie des révolutions du XXe siècle. C'est-à-dire prendre un thème et improviser dessus. C'est exactement ce qu'il fait. Alors après, il retravaille son improvisation parce que c'est de la littérature et pas de la musique, mais c'est la même chose. Ce qui est étonnant dans le voyage, c'est que tous les thèmes, donc le colonialisme, la guerre, les petites gens, les ouvriers, la banlieue, sont des thèmes d'abord qu'il a vécu, qu'il a connu lui-même, qu'il a payé de son sang pour avoir le droit d'en parler. Mais ils sont tous très tardifs par rapport au siècle. Vous vous rendez compte qu'un type comme Céline arrive en 1932 dans la littérature. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que tous les grands écrivains étaient déjà construits, étaient déjà très bien lancés dans leur carrière et aussi dans leurs différences. Vous voyez, dans les années 30, le surréalisme est déjà complètement intégré. Tout ça, je ne parle même pas de ceux qui sont arrivés avant 14, mais après, à partir de 18, vous avez toute une littérature dite moderne et qui pouvait être indépassable. Et ils étaient tranquilles. Alors que ce soit aussi bien les surréalistes que des gens plus classiques, comme même Monterland ou Giraudoux, Claudel, Gide, etc. Tout ça. Vous avez même Joyce. Joyce, Ulysse, c'est 22. C'est 10 ans avant le voyage, quand même. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même étonnant de voir que tout est installé dans le siècle, et on se dit, quand on arrive au début des années 30, on se dit, bon, c'est fini, c'est plié. Les grands écrivains, on les connaît, les écrivains du siècle, ils sont là, c'est ceux que je viens de citer. Je parle en France, hein, donc, et même en Amérique ou en Angleterre, mais c'est surtout en France. Oui, il y avait aussi D.H. Lawrence, tout ça était, ça y est, c'était fait. Puis tout à coup arrive en 32 un médecin complètement inconnu qui débarque, et en 15 jours, il donne le chef-d'œuvre du siècle. Et il transforme complètement la littérature de son siècle, toute langue confondue. Vous imaginez le choc. Et c'est un médecin qui a 38 ans. C'est quand même assez tard, vous voyez, pour arriver. Donc ça, c'est un coup. À la fois, c'est drôle, et ça a dû être terrible de voir ça pour les autres. Les plus intelligents ont bien compris qu'il les démodait tous, et qu'il les démodera tous par le futur. Justement, qu'est-ce qui démode et qu'est-ce qui crée le choc ? Ce que vous savez, c'est un monde qui s'ouvre. Tout à coup, un livre n'est plus seulement un livre. Et à la fois, il est véritablement ce que devraient être tous les livres. Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Il a inventé blabla, oui, c'est dans Bagatelle d'ailleurs. Voilà. Alors on va dire qu'on pourrait plaisanter en disant rééditez Bagatelle, comme ça vous verrez qu'il a inventé blabla. Vous aurez la preuve. Voilà. Oui, mais enfin, là, vous savez, les mots ce n'est pas la caractéristique c'est la caractéristique d'un grand ou d'un bon écrivain d'inventer des mots qui resteront après. Mais lui, il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Vous voyez, Zola, il a écrit Nana, et après on a parlé d'une nana. Ça vient du personnage de Zola, c'est peut-être encore plus fort que blabla. Il n'y a pas d'autre théologie. Moi, j'avais retenu le Partouze aussi de lui. Est-ce que je sais pas d'où j'ai pris ça. Non, ça, j'ai pas entendu dire ça, non. Vous en voyez d'autres théologismes ? Non, l'élision d'un château l'autre, vous voyez, ça maintenant c'est. Puis surtout, le voyage au bout de quelque chose, ça aussi, c'est. Il aurait fallu que ça soit déposé. Lucette devrait toucher au moins 1 euro chaque fois que quelqu'un se sert de cette formule dans la presse ou dans les chansons. Ça regorge dans la variété et chez les humoristes. Voyage au bout de quelque chose, vous voyez. Donc, Alors Céline, par exemple. Génie pur.
c'est Dieu le Père, c'est lui qui a tout inventé, quoi. C'est lui qui a inventé la langue. C'est-à-dire il a pris le XXe siècle et puis il a pressé, puis il a fait sortir la langue. Saisir les enfants à leur jeu, les empêtrer minutieusement par examens impeccables de notions toujours plus utiles, tourner en plomb leur vif argent, leur river après les quatre pattes, que la bête gambade plus jamais, qu'elle reste prosaïque à toujours, fardée à hurler à mort, sous chape effroyable, à désirer toutes les guerres pour se dépêtrer comme elle peut d'une existence qui n'en est plus, qui a une espèce de survie d'une joie trépassée depuis longtemps, enterrée toute vive à l'école. Parce que si ça doit continuer, notre existence pareille et même, telle qu'elle se déroule aujourd'hui sur cette boue ronde, je vois pas beaucoup à quoi ça rime. Des catastrophes comme distraction, des hécatombes comme dessert, ça peut encourager personne. On pourrait peut-être aviser, varier un peu nos usages, se demander par où ça pêche, à moins qu'on aime l'atrocité, les grands beaux-arts de catastrophe. C'est important les beaux-arts. C'est pas moi qu'en dirais du mal. C'est la manière de s'en servir, c'est là qu'est le hic. Ça serait peut-être même une façon de rénover de fond en comble l'Europe et ses tristes vilains penchants, de lui retrouver un petit peu une âme, une raison d'être, un enchantement, une gaieté surtout, c'est ça qui lui manque le plus, une gaieté pour commencer, puis une mélodie bien à elle, une ivresse, un enthousiasme, un racisme d'âme et de corps, qui serait l'ornement de la terre, la fontaine des plus hautes féeries. Ah nom de Dieu, il y en a besoin! Pas un racisme de chicane, d'orgueil avide, de ragot, mais un racisme d'exaltation, de perfection, de grandeur. Nous crevons d'être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Les cieux nous vomissent, nous périssons d'arrière-boutique. Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice? Alors première condition, rénover l'école, recréer l'école, pas qu'un petit peu, sans dessus-dessous. Tout doit reprendre par l'école, rien ne peut se faire sans l'école, hors l'école. Ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l'âme enfin. Non point morne, ratatinière, constipante, gercée, maléfique. Tous les animaux sont artistes. Ils ont leurs heures d'agrément, leurs phases de lubie, leurs périodes de rigodon, faridon, les pires bestioles biscornues, les moins engageantes du règne, les plus mal embouchées vautours, les tarentules si répugnantes, tout ça danse, s'agite, rigole, le moment venu. Les lézards aveugles, les morpions, les crotales furieux de venin, ils ont leurs moments spontanés d'improvisation, d'enchantement. Pourquoi on serait nous les pires sacs, les plus emmerdés de l'univers ? On part toujours des têtards, ils se marrent bien eux, ils frétillent, ils sont heureux toute la journée. C'est nous qu'on est les pires brimés, les calamiteux de l'aventure. À quoi tout ça tient? À l'école, au programme. Le salut par les beaux-arts. Au lieu d'apprendre les participes, et tant que ça de géométrie et de physique pas amusante, il n'y a qu'à bouleverser les notions, donner la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie, guilleretterie jolie, porte l'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses, nous assure un peu de bonheur, d'enthousiasme, de chaleur qui nous élève, nous fait traverser l'existence, en somme, sur un nuage. C'est ça le bon Dieu à l'école, s'enticher d'un joli bel art, l'emporter tout chaud dans la vie. Le vrai crucifix, c'est d'apprendre la magie du gentil secret, le sortilège qui nous donne la clé de la beauté des choses, des petites, des laides, des minables, des grandes, des splendides, des ratées, et l'oubli de toutes les vacheries. C'est de ça dont nous avons besoin, autant, bien autant, que de pain bis, que de beurre en branche ou de pneumatique, qu'on me dilacère si je déconne. Et comment on apprend tout ça? En allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans, qu'on en sorte tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout ensorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit. La ferveur pour le gratuit! Ce qui manque le plus aujourd'hui, effroyablement, le gratuit seul est divin. Plus de petits noyaux crevassés issus des concours qui peuvent plus s'éprendre de rien, sauf des broyeuses concassières à 80 000 tours minute. Alors on ne pourra pas tout citer, mais peut-être dire un petit mot de cette préoccupation célinienne sur le caractère prime sautier de l'enfance, dont il vient de dire un mot déjà parlant de l'école. On se fout des enfants des autres, ça suffit bien d'élever les siens, chacun voit midi à sa porte. Il faut que ça cesse ce genre hideux, une fois pour toutes, que ça devienne incompréhensible cet égoïsme ès-berceau. Il faut que les enfants des autres vous deviennent presque aussi chers, aussi précieux que les vôtres, que vous pensiez aussi à eux.
comme des enfants d'une même famille, la vôtre, la France tout entière. C'est ça le bonheur d'un pays, le vrai bouleversement social, c'est des papas-mamans partout. Le reste, c'est que des emmerdements, des abracadabrantes combines, des fourbis chinois, des pitreries d'orgueil, hagards, absolument contre nature, qui peuvent finir qu'en catastrophe. Racisme, c'est famille. Famille, c'est égalité. C'est tous pour un et un pour tous. C'est les petits nières qui n'ont pas de dents que les autres font manger la soupe. Au sort commun, pas de bâtards, pas de réprouvés, pas de puants dans la même nation, la même race, pas de gâtés non plus, pas de petits maîtres. Plus d'exploitation de l'homme par l'homme, plus de damnés de la terre, c'est fini. Plus de fainéants, plus de Macron non plus, plus de caïds, plus d'hommes à 2, 3 estomacs. Le marxisme est bien emmerdé, on lui secoue son atout majeur, le cœur froid des hommes. C'est la famille qui réchauffe tout. C'est plus le pognon qui l'unit, c'est la race. C'est plus le pognon qui la divise, il y en a plus. C'est tout le pays familialement recréé à 100 francs par jour. Ça, c'était aussi son idée du communisme labiche, c'est-à-dire un communisme soft à la française. Est-ce que le cas de Céline, c'est un cas isolé dans l'histoire de la littérature? Il y a cette stigmatisation, cette admiration, cette violence, Oui. ces commentaires, est-ce que c'est un cas isolé? C'est le cas isolé, mais c'est mérité, c'est le plus grand. Voilà. Est-ce que Jésus est un cas isolé dans l'histoire de la religion de tous les temps? Antiquité comprise jusqu'à... Bah oui, c'est pareil. C'est un cas isolé et mérité parce que c'est le plus grand. Donc le plus grand a droit à tous les honneurs et à tous les déshonneurs. Voilà, c'est de cet ordre-là. Mais chez Céline, son clavier est total. Voilà, et son registre est très étendu. Et donc sa tessiture, si on veut parler d'une façon vocale, est extrêmement étendue, très vaste. Donc l'insulte fait partie de ça, mais il y a aussi la préciosité, il y a aussi l'élégance, il y a aussi le romanesque, il a tout. Donc cherchons, moi je prendrais la question à l'envers, cherchons un domaine littéraire, je dirais même artistique, moi, vous voyez, je vais même plus loin, dans lequel il n'excelle pas. Cherchons, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis. Et dans les autres écrivains, même les plus grands, il y a toujours un domaine où ils ne sont pas les meilleurs. Lui, il est meilleur dans tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant ça? Et moi, je vous parle techniquement, je ne fais pas de romantisme, ni de sensibilité, ni de sensiblerie. C'est pas affectif ce que je vous dis, moi. C'est logique. Joyce est immense, mais il y a plein de trucs qui lui manquent. Il y a plein de trucs qui lui manquent sur le plan humain, de la profondeur de ce qu'il dit, du choix de ses 2 grands livres, même de la langue. Le monologue intérieur n'est pas tout. Le monologue intérieur magnifique de Ulysse et qui atteint son apogée à la fin avec celui de Molly, sans ponctuation, c'est grandiose, c'est intouchable. Mais Céline est allée plus loin. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus risqué ce qu'il a fait. Je parle au point de vue technique, narrative, y compris Proust. Proust, magnifique, grandiose aussi, mais en dessous de Céline pour moi, sur le plan technique. Vous avez parlé tout à l'heure de la rivalité de Céline avec la Bible, de son rapport à la Bible. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette relation Vous savez, tout écrivain de cette envergure veut être en rivalité avec les plus grands textes. Et donc le plus grand texte, c'est la Bible. Donc il veut faire lui-même la Bible. Et donc chaque livre, il fait la Bible. Tous les écrivains, on devrait penser ça. On devrait tous dire, nous devons refaire la Bible. Moi, je voudrais refaire la Bible. Voilà ce que devrait dire tout écrivain quand il commence, ou même quand il finit. Le voyage, c'est une Bible. Mort à crédit, c'est une Bible. Même Mea culpa, c'est une Bible, une petite Bible. Mea culpa, finalement, n'est pas plus à peu près la dimension d'un évangile. Vous prenez l'évangile de Luc ou de Jean, c'est comme Mea culpa. Et peut-être que ça dit autant de choses à voir. En tout cas, Bagatelle est une Bible, évidemment. D'un château l'autre est une Bible. C'est-à-dire que c'est la vision d'un Dieu. Dans le cas de l'écrivain, c'est un Dieu, et la Bible, c'est Dieu, tout court. Voilà, qui voit le monde de cette façon, et qui, en montrant sa vision du monde, le crée, l'invente.